C'est bon, ça tourne là? Alors, salutations, chers élèves. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le premier vidéo que j'ai fait. Si je me fie aux chiffres, c'est quand même pas si mal. J'ai eu à peu près 120 vues, étant donné que j'ai 110 élèves, donc j'imagine que la plupart des élèves et quelques parents ont regardé la vidéo. J'espère que ça vous a instruit, que ça vous a convaincu à rester chez vous. Bande de quelqu'un que je te vois pas sortir. De toute façon, les galeries Chagnon sont fermées à partir de aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va commencer un deuxième vidéo. Et il va y en avoir d'autres, je pense. Ok, évidemment, on ajuste au jour le jour. Vous avez probablement entendu lors de la dernière conférence de presse que le ministre Roberge, ministre de l'Éducation, nous a dit que l'école ne reprendrait pas avant le 1er mai. Donc nous en avons pour au moins encore 5 semaines de confinement à respecter de façon scrupuleuse. Donc pas avant le 1er mai, et ça ne veut pas dire que l'école va reprendre le 1er mai, peut-être que ça va être prolongé au-delà du 1er mai, le confinement, on ne sait pas, ça va être évalué au fur et à mesure. Mais ce qu'il a spécifié, et je pense que ça va rassurer plusieurs personnes, c'est qu'il n'y aurait pas, l'année scolaire en fait ne serait pas compromise, donc il n'est pas question de reprendre l'année, ni pendant l'été, ni l'année prochaine. Donc ça ne signifie pas que tout le monde va passer au niveau supérieur, mais ça veut dire que s'il y en a qui ne passent pas au niveau supérieur, ce ne sera pas à cause de la COVID-19, ça sera peut-être à cause des notes, ça c'est une chose, mais ce ne sera pas à cause de la COVID-19 parce qu'on a manqué de temps. Okay? Cependant, histoire de ne pas laisser vos cerveaux rouillés et s'empâter, se déconstruire à force d'abus de Minecraft, plus personne joue à Minecraft, de Fortnite ou de whatever. Le ministre Roberge nous a suggéré, j'aime trop la phrase, je vais vous la lire parce que c'est un bijou de sémantique. Le ministre de l'Éducation va nous offrir une liste, une série d'activités de stimulation d'apprentissage optionnelles et non obligatoires, enrichissantes, stimulantes et intéressantes. Ce sont des suggestions, bien entendu. Des stimulations d'apprentissage optionnelles, non obligatoires, enrichissantes, stimulantes et intéressantes. Optionnel, non obligatoire. Lève la main, toi qui vas faire ce qui est optionnel et non obligatoire. Quand c'était obligatoire et pas optionnel, est-ce que les élèves le faisaient? Et maintenant que c'est optionnel et non obligatoire, vont-ils le faire? Je l'espère. Quoi qu'il en soit, préparez-vous à être stimulé, apprentissagisé de façon optionnelle, non obligatoire, à être enrichi et stimulé de façon intéressante, tout ça bien sûr sous forme de suggestions. Monsieur, ça compte-tu? Non. Alors c'est parti, début du chapitre 5, la fonction de relation que tu vas trouver dans ton cahier à partir de la page 150. Donc commençons par définir qu'est-ce que c'est que la fonction de relation. On a vu au tout début de l'année que les êtres vivants avaient besoin de combler 3 fonctions vitales pour pouvoir fonctionner, puis pour pouvoir perdurer dans le temps. Il y avait la fonction de nutrition, qui consiste à approvisionner l'organisme dans toutes les substances dont elle a besoin, okay, pour fonctionner. Donc, dans le cas de l'être humain, c'est tout ce qui vient par l'alimentation et tout ce qui vient aussi par la respiration. Okay, donc, j'en dirai pas plus, je ne vais pas faire un résumé trop long. Après ça, il y a la relation, dont je vais parler plus tard. Je vais détailler parce que c'est ça le sujet. Et la reproduction. Reproduction qui consiste à fabriquer des organismes identiques ou semblables à l'organisme de départ. L'idée, c'est que si l'organisme meurt, s'éteint, il y a d'autres organismes qui prennent la relève pour que l'espèce ne s'éteigne pas, mais puisse continuer. Donc ces 3 fonctions-là permettent aux êtres vivants d'exister, de fonctionner et de perdurer dans le temps. Alors la fonction de relation, c'est la fonction qui consiste pour chaque être vivant à
être en interaction avec son environnement. C'est-à-dire que chaque être vivant reçoit de l'information de son environnement et doit réagir en conséquence. C'est ça la fonction de relation, c'est qu'il y a des changements dans l'environnement. L'organisme vivant doit être sensible à ces changements dans son environnement et doit au besoin modifier son comportement, sa façon d'être, sa façon d'agir pour s'adapter. Okay? Et en fait, tous les êtres vivants, de la bactérie jusqu'à l'être pluricellulaire le plus évolué, doivent avoir cette fonction de relation. Évidemment, la fonction de relation chez l'être humain est beaucoup plus développée que la fonction de relation, par exemple, chez une bactérie, mais même une bactérie va réagir, va avoir des moyens d'être sensible, de savoir ce qui se passe autour d'elle pour pouvoir modifier sa façon d'agir, pour pouvoir soit se déplacer, soit débuter des réactions chimiques, soit arrêter des réactions chimiques dans diverses circonstances. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que l'être vivant soit capable de capter l'information qui provient de l'extérieur, soit capable de la comprendre, et après ça, soit capable de s'adapter. Donc, si on avait à donner une définition de la fonction de relation, ce serait la suivante. Ce serait la capacité d'un être vivant à capter de l'information de son environnement et à réagir en conséquence. Alors, je vais l'écrire. Relation, j'avais dit capacité d'un... Bon, je n'ai pas besoin de l'écrire, donc capacité à capter des informations de l'extérieur, l'environnement ou l'extérieur, et à réagir en conséquence. Bon, on pourrait dire que dans le fond, la fonction de relation, c'est interagir avec l'extérieur. Okay? Donc, il y a des renseignements, des informations qui viennent de l'extérieur vers l'organisme et il y a des actions qui sont posées par l'organisme vers l'extérieur. Ok, donc pour finir la fonction de relation, on va se donner un exemple concret. Ok, donc imaginons une source extérieure. Donc mettons qu'on va prendre une chandelle, ok, pour illustrer une augmentation de la température. Donc attention, ceci est une chandelle. Ne me jugez pas. Et ceci, oh là là, est une tentative de main. Ok. Donc la fonction de relation consiste à capter des informations de l'extérieur. Donc ici, il y a des capteurs sur la main qui permettent de sentir l'augmentation de la température. Cette information-là est comprise, traitée par le corps. Donc il y a comme un échange d'informations entre l'extérieur et le corps. Et le corps va réagir en conséquence. Donc dans ce cas-là, la réaction, c'est « enlève ta main parce que tes cellules vont cramer ». Donc, c'est ça la fonction de relation. On reçoit de l'information et on comprend l'information, des fois de façon consciente, des fois de façon non consciente, et notre corps réagit en conséquence. Maintenant, comme n'importe quelle fonction du corps humain, que ce soit la fonction de nutrition ou la fonction de reproduction, la fonction de relation est rendue possible grâce à certains organes de notre corps qui collaborent ensemble. Donc, on appelle ça un système, si vous vous rappelez les définitions des organes et des systèmes. Et le système qui est responsable de gérer la fonction de relation, en fait, il y en a deux. Okay? Il y a le système musculo-squelettique, ça c'est le système qui nous permet de bouger et d'agir sur notre environnement, de réagir, de poser des gestes. Mais le système principal de la fonction de relation, c'est le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est lui qui reçoit les informations, c'est lui qui reçoit les renseignements qui proviennent de l'extérieur, c'est lui qui va
les analyser, les interpréter, les comprendre. Et c'est lui aussi qui va générer les réactions appropriées. Donc, dans l'exemple qu'on donnait tantôt avec la flamme, c'est le système nerveux qui capte la température, c'est le système nerveux qui interprète cette température comme étant un danger, donc attention, température trop élevée, danger pour ta main, et c'est lui qui va provoquer, commander le mouvement de la main pour que la main s'enlève de la source de chaleur pour pas qu'elle s'abîme. Donc toute cette interaction-là, donc là, cette relation-là est gérée par le système nerveux. Donc notre système nerveux, on va le séparer en deux parties principales qui sont connectées l'une à l'autre, mais on peut quand même faire une distinction entre ce qu'on appelle le système nerveux central, qu'on abréviationne. Bon, c'est un mot qui n'existe pas, mais on s'en fout, on comprend. Hein? Donc, système nerveux central, on symbolise ça par SNC, et le système nerveux périphérique, SNP. Okay. Le système nerveux central, c'est la partie du système nerveux qui va jouer le rôle de centre de commande, centre d'analyse. Okay. C'est là que les décisions sont prises. C'est là que les ordres sont donnés. C'est là que les instructions sont générées. C'est là que c'est là où il y a les commandes de l'organisme. C'est aussi là que les renseignements vont être analysés. C'est là que les informations vont être traitées, décodées pour être comprises. Okay? Donc, dans le système nerveux central, ce qu'on va retrouver, c'est déjà tout ce qui se trouve dans la boîte crânienne, tout ce qui se trouve dans le crâne. Alors si on demande à quelqu'un quels sont les organes qu'il y a dans la boîte crânienne, tout le monde va répondre le cerveau. Alors c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. En fait, dans le langage courant, le cerveau représente ce que nous on va appeler l'encéphale. Alors encéphale, l'encéphale c'est quoi ? C'est l'ensemble des structures qu'on retrouve dans la boîte crânienne. Donc, il y a le cerveau. On verra exactement c'est quoi le cerveau. Mais il y a aussi le cervelet et il y a aussi le tronc cérébral. Ça, c'est l'encéphale. Le cerveau, dans le fond, c'est juste une partie du cerveau. C'est-à-dire, le cerveau, c'est juste une partie de l'encéphale. Donc l'encéphale et aussi la moelle épinière, on y reviendra plus tard, mais la moelle épinière, c'est tous les tissus nerveux qu'on va retrouver à l'intérieur de la colonne vertébrale. Okay? C'est dans la moelle épinière, regarde, je vais vous la pointer, la moelle épinière, donc à partir d'ici, okay, tout ça, c'est la moelle épinière, et c'est à la moelle épinière que vont aller se connecter tous les autres nerfs du corps. Et les nerfs du corps, en fait, font partie de ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Alors, dans le système nerveux périphérique, alors, on retrouve les nerfs, mais on retrouve aussi ce que je vais appeler le mot m'échappe, les récepteurs, c'est ça, les récepteurs sensoriels. Les récepteurs sensoriels, c'est quoi? C'est des organes spécialisés dans le captage de certains types d'informations. C'est des organes spécialisés pour être sensibles à certains types d'informations qui proviennent de l'environnement. Alors, exemple de récepteur sensoriel, on va voir l'œil. Et ça, c'est tellement bien écrit. L'œil, qui, lui, va être sensible à une sorte d'information qui est la lumière. On va voir l'oreille, qui est sensible à une sorte d'information qui est le son. On va avoir la peau, qui va être sensible à plusieurs sortes d'informations, entre autres des variations de pression, donc tout ce qui est le toucher, et aussi au niveau de la température. Donc chaud-froid. On va avoir comme récepteur sensoriel le nez
et la bouche. En fait, pour être plus spécifique, il faudrait dire les papilles gustatives, et ici, il faudrait dire les cellules olfactives, mais en fait, ces organes-là sont sensibles à la présence ou l'absence de certains types de molécules. Okay? Donc, quand les molécules sont à l'état gazeux et qui sont captées par les récepteurs sensoriels du nez, ça va se traduire par une odeur. Et si c'est des molécules qui sont en solution aqueuse dans notre salive, vont entrer en contact avec nos papilles gustatives et ça va être traduit en sensation de goût. Okay? Donc en fait, les récepteurs sensoriels, ce sont les organes qui nous permettent de percevoir les lumières, donc les images, le son, la pression, le toucher, la température, les odeurs et les saveurs. Donc ce sont nos organes sensoriels. Donc en fait, si je peux faire une analogie pour que vous compreniez bien la différence entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique, si notre corps était un avion, mettons notre organisme au complet était un avion, ben, le système nerveux central, ce serait le cockpit de l'avion. Okay, donc l'image que j'ai mise là, c'est une image de cockpit. Alors dans le cockpit, le pilote a toutes sortes de cadrans, d'instruments de mesure qui le renseignent constamment sur ce qui se passe à l'extérieur. Alors, des capteurs qui lui donnent l'altitude, des capteurs qui lui donnent la température, des capteurs qui lui donnent la pression atmosphérique, des capteurs qui lui donnent la pression, la vitesse ou la direction du vent. Tous ces renseignements-là sont acheminés au cockpit, puis c'est là que le pilote voit, comprend ce qui se passe, analyse l'information. Puis c'est aussi là qu'on va retrouver les commandes, c'est-à-dire que si le pilote veut faire tourner son avion à gauche, à droite, le faire descendre, le faire monter, ralentir, accélérer, ben, il y a toutes sortes de boutons et de manettes dans le cockpit qui lui permettent de faire, de contrôler, de maîtriser son avion. Ben, le système nerveux central, c'est un peu ça. Okay? Donc l'encéphale et la moelle épinière, c'est ces structures-là qui vont analyser l'information qui provient de l'extérieur pour qu'on soit au courant de ce qui se passe autour de nous. Et c'est de là que vont partir toutes les instructions, les commandes qui vont être données à nos membres, à nos organes, pour réagir en conséquence et pour contrôler notre corps. Ok, alors un exemple simplifié de comment le système nerveux périphérique et le système nerveux central gèrent la fonction de relation. Alors imaginons un stimulus. Ici on va prendre un stimulus de température. Okay, donc ce qu'on appelle un stimulus, c'est quelque chose dans l'environnement qui provoque une réaction. Donc ici le stimulus, ça pourrait être une température trop élevée. Donc je vais dessiner ici une chandelle qui correspond à mon stimulus, donc numéro 1. Okay. Les récepteurs sensoriels, donc qui font partie du système nerveux périphérique, dans ce cas-là, ce seraient certaines cellules de la peau qui sont sensibles à la température. Ça, ce serait... Bon, je ne mettrai pas de numéro parce que ce serait pratiquement au même endroit. Okay, c'est juste à la surface de la peau, là où la chandelle est presque en contact avec la peau. Donc, le récepteur sensoriel va envoyer un signal. Ce signal-là, en passant, on appelle ça l'influx nerveux, on va en parler tantôt. Ce signal-là va être acheminé par les nerfs, par certains nerfs, qu'on appelle les nerfs sensitifs. Okay, nerfs ici. Okay. Ça correspondrait, mettons, à ça ici. C'est difficile. Correspondrait à ça. Okay. Donc 2. Ensuite, cette information-là est acheminée jusqu'au système nerveux central. Donc, système nerveux central, la moelle épinière et le cerveau. 3. Okay. Ensuite de ça, le système nerveux central prend une décision et envoie une information, un signal aux muscles du bras. Okay, donc, une information qui part du système nerveux central, qui repasse par un nerf, okay, et se rend jusqu'au bras pour lui commander de s'enlever là. Okay. Donc on est rendu au numéro 4. Donc ici, le nerf qui relie le système nerveux central jusqu'à la main,
Ce serait un nerf, on va appeler ça un nerf moteur, on en reparlera, qui permet au bras de bouger. Donc vous voyez, stimulus, récepteur sensoriel, qui va émettre un signal acheminé par les nerfs. Tout ça, là, on est dans le système nerveux périphérique. Après ça, le système nerveux central reçoit l'information, traite l'information, l'identifie comme étant dangereuse, dans ce cas-là, parce que c'était une température trop élevée, envoie un signal au travers un autre nerf. Donc là aussi, on est encore dans le système nerveux périphérique. Et l'information s'en va jusqu'à l'organe pour lui commander de s'enlever. Ok, donc puisqu'on comprend que la fonction de relation consiste à transmettre de l'information soit de l'extérieur vers l'intérieur du corps ou de l'intérieur du corps vers l'extérieur, on comprend que un des aspects principaux de cette fonction, c'est transmettre des informations. Donc pour faire cette tâche-là, ça prend des cellules spécialisées dans la transmission, dans le transport de l'information. Alors les cellules spécialisées du corps qui font cette tâche-là, qui accomplissent cette tâche-là, ce sont les neurones. Okay, donc le système nerveux, le type de cellules qui constituent le système nerveux, les tissus nerveux, ce sont les neurones. Alors il y a plusieurs sortes, plusieurs types de neurones, mais ce qu'on va voir là, c'est la structure générale d'un neurone. Puis on peut appliquer cette structure-là à peu près tous les neurones. Alors pour commencer, un neurone est une cellule, donc comme n'importe quelle cellule, un neurone doit avoir un corps cellulaire, c'est-à-dire une membrane, un cytoplasme et un noyau. Donc, dans le corps cellulaire, c'est là qu'on va retrouver la plupart des organites, c'est là qu'on va retrouver le noyau avec l'ADN, les mitochondries, etc. Après ça, un neurone va avoir des structures particulières qui vont lui permettre d'un côté de recevoir de l'information, donc ça c'est des dendrites. Après ça, une structure particulière qui va lui permettre de faire voyager l'information, donc ça c'est ce qu'on retrouve ici, on appelle l'axone. Et des structures qui vont lui permettre de transmettre l'information, de la relayer aux neurones suivants, qu'on appelle donc les terminaisons nerveuses. Okay, parce que en fait, les neurones sont liés les uns aux autres, forment des chaînes de transmission qui permettent à l'information de circuler d'un endroit à l'autre dans le corps. Ok, alors désolé pour la qualité du son pour la dernière minute qui vient de s'écouler, c'est parce que j'enregistrais avec mes écouteurs, donc ça a changé la qualité du son, désolé. L'image que je viens de mettre là, tu te dis peut-être, ben voyons, c'est quoi le rapport entre cette image-là et les neurones? Mais je veux que tu comprennes comment fonctionne la transmission d'un influx nerveux. Okay? Cette image-là me fait penser à un jeu auquel on jouait avec ma famille élargie pendant la période des fêtes. Donc dans ce jeu-là, les personnes se tiennent par la main, forment une chaîne. En fait, normalement, il y a 2 chaînes parce qu'il y a 2 équipes, c'est une compétition. Et tout le monde dans la chaîne doit avoir les yeux fermés, sauf la première personne, ici. Alors, ce qu'on fait, c'est que on présente à la première personne, donc cette personne-là, on lui présente une série de cartes. Okay? Une par une, on défile des cartes devant elle et on lui donne la consigne suivante. Dès que tu vois, par exemple, un valet, tu dois serrer ta main gauche. La personne à côté de toi, quand elle sent que sa main droite est serrée, elle doit serrer sa main gauche. Et donc, on comprend l'idée, là, c'est que quand lui va serrer cette main-là, elle va le ressentir. En ressentant que sa main est serrée, elle va serrer son autre main. Elle va le ressentir, etc. Donc, il y a comme un effet domino où est-ce que chacun serre la main de son voisin comme une chaîne de transmission. Okay? Donc, ici, la carte qu'on déploie, qu'on défile, le valet, ce serait le stimulus. La première personne ici, ce serait le récepteur sensoriel, c'est-à-dire la cellule qui est responsable de capter l'information au départ. Et la chaîne de je serre ta main, je serre ta main, je serre ta main, etc., jusqu'à la fin de la chaîne, ben ça, ce serait l'influx nerveux, donc l'information, le renseignement, l'information qui voyage d'un neurone à l'autre jusqu'à se rendre au système nerveux central qui va analyser l'information. Et dans le jeu, donc la dernière personne,
est devant une table. Sur cette table-là, il y a un foulard ou un objet quelconque qu'elle doit saisir dès qu'elle sent que sa main est serrée. Et c'est évidemment, c'est une compétition, donc c'est le premier, les deux chaînes qui sont parallèles, là, le premier qui saisit l'objet en question gagne un point. Donc, dans l'exemple qu'on a donné, là, la chaîne de transmission de l'information était linéaire, ok, parce que chaque personne n'a que deux mains. Donc, une main pour recevoir le signal et l'autre main pour transmettre le signal. Et un neurone, là, comme tu le vois, là, il y a plusieurs mains. C'est pas vraiment des mains, ok, c'est des ensembles de dendrites, mais chacune peut jouer le rôle que la main jouait dans l'exemple que j'ai donné. Donc, au lieu d'être connecté à un seul neurone en amont et en aval, chaque neurone peut être connecté jusqu'à 1000 ou 10 000 neurones différents. Okay? Donc, ça ne fait pas juste une chaîne linéaire. Ça fait un réseau de neurones connectés les uns aux autres qui se transmettent de l'information, qui font voyager l'information dans le système nerveux. Et ce qui fait l'efficacité du système nerveux, particulièrement du cerveau, c'est le nombre justement de connexions. Donc on se rappelle que les neurones ne peuvent pas se diviser. Donc on ne peut pas augmenter le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre de connexions que les neurones ont les uns avec les autres. Donc quelqu'un qui améliore ses capacités cognitives, qui améliore ses capacités intellectuelles, qui devient de plus en plus intelligent, de plus en plus habile, de plus en plus capable dans un domaine ou dans un autre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il force ses neurones à établir de plus en plus de connexions. Et en fait, la perte de nos neurones, parce qu'à partir d'un certain âge, le nombre de neurones dans notre cerveau diminue de jour en jour, d'année en année, mais pour compenser cette perte de neurones-là, notre cerveau, les neurones restants, augmentent le nombre de connexions. Maintenant, trois petits mots sur ce qu'on appelle l'influx nerveux. Okay? L'influx nerveux, c'est un signal électrique. On va faire un petit éclair ici, là, pour que tu comprennes, là. Hey boy. Bon, que l'influx nerveux, dans le fond, c'est un courant électrique. D'accord? Donc, en fait, lorsque le neurone est stimulé au niveau de ces dendrites, le neurone va transformer cette stimulation-là en un courant électrique qui va voyager assez rapidement, il me semble que c'est 300 mètres par seconde, dans le neurone, donc dans l'axone, et qui ensuite va se diviser dans chacune des terminaisons nerveuses pour être transmis aux dendrites du neurone suivant. Okay, donc ça, mettons, on a une terminaison nerveuse ici, et on a ici par exemple une dendrite, je ne sais plus si c'est une dendrite ou un dendrite du neurone suivant. Donc l'influx nerveux va sauter de là à là pour poursuivre son chemin dans le neurone suivant, etc., etc. Tu remarques aussi que l'influx nerveux, ici, donc l'influx nerveux voyage dans un seul sens. Il voyage toujours du corps cellulaire vers les terminaisons nerveuses. Il ne peut pas voyager dans l'autre sens. Okay? Après ça, concernant les genres de saucisses à hot dog que tu vois là, ça, ce sont des cellules particulières. Bon, on nomme ça la gaine de myéline, okay? Parce que la substance qui forme ces cellules-là en majorité, c'est ce qu'on appelle de la myéline. Bon, c'est pas tant important. Ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces cellules spéciales-là qui vont comme envelopper l'axone par petits morceaux, tu vois, à intervalles réguliers, hein, parce qu'il y a comme des trous entre les cellules qui enveloppent l'axone. Le rôle de cette gaine de myéline-là, c'est un peu le même rôle que le plastique dans un fil électrique, de la gaine de plastique sur un fil électrique. Donc tu vois, sur cet exemple, sur ce fil électrique-là, la gaine de plastique entoure le fil électrique qui est conducteur, qui conduit l'électricité. Alors pourquoi est-ce qu'on met une gaine de plastique autour d'un fil électrique? C'est pour éviter que des fils qui sont proches les uns des autres, donc imagine un autre fil ici, okay, pour éviter que le courant électrique saute d'un fil à l'autre, puis qu'il soit obligé
de suivre le trajet du fil et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de court-circuit. Eh bien, ces cellules-là, la gaine de myéline, a exactement le même rôle. Okay? Donc, les neurones sont quand même proches les uns des autres. On ne veut pas que l'influx nerveux qui traverse l'axone se mette à sauter d'un neurone à l'autre de façon aléatoire, là, juste parce qu'ils sont proches les uns des autres. On veut vraiment que l'influx nerveux traverse l'axone au complet et se rende jusqu'au bout, jusqu'aux terminaisons nerveuses. Okay? Donc, ça, c'est le rôle de la gaine de myéline, c'est isoler l'axone pour forcer l'influx nerveux, qui est un courant électrique, à suivre le chemin de l'axone. Autre rôle, c'est ça qui est écrit ici, on te dit augmenter la vitesse de transmission. Là, je ne pourrais pas t'expliquer de quelle façon ça se passe, mais le fait d'avoir ces cellules spéciales autour de l'axone avec des espaces à intervalles réguliers fait en sorte que l'influx nerveux voyage beaucoup plus vite. Okay? Donc ça accélère la vitesse de réponse de l'organisme. Petite spécification, on te dit qu'au niveau de l'axone, chaque neurone possède un seul axone. C'est vrai, en général. Okay? Il peut y avoir des exceptions. Maintenant, on va juste dire quelques mots sur la façon dont les neurones se transmettent l'influx nerveux de l'un à l'autre. Okay? Première chose, sache que les terminaisons nerveuses d'un neurone ne sont jamais en contact direct avec les dendrites du neurone suivant. Il y a toujours un espace entre les terminaisons nerveuses et les dendrites à la jonction de neurones. Okay? Cet espace-là, ou si tu veux, cette région-là, on appelle ça une synapse. Donc les connexions entre les neurones, le nom officiel, c'est les synapses. En passant, le mot synapse est féminin, c'est une synapse. Okay? Alors comment est-ce que les neurones se transmettent l'influx nerveux? Quand le signal électrique, l'influx nerveux c'est un courant électrique, quand le signal électrique arrive à la fin d'une terminaison nerveuse, il va stimuler le relâchement, la libération de certaines molécules particulières qu'on appelle des neurotransmetteurs. Okay, donc tu vois les petites billes qui sont ici, les petites billes rouges et les petites billes orange, jaune, ce sont des molécules particulières qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc, en quittant la terminaison nerveuse d'un neurone et en entrant en contact avec le dendrite du neurone suivant, ça génère un nouveau courant électrique qui va se propager le long du neurone et qui va poursuivre son chemin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut que tu comprennes que la communication entre les neurones, c'est quelque chose de chimique. Ce sont des molécules qui voyagent dans le petit espace entre les terminaisons nerveuses et les dendrites et qui permettent à l'influx nerveux de se propager. Donc, les neurotransmetteurs, en fait, c'est à la base de la chimie du cerveau et du système nerveux. Et il y a plusieurs maladies du cerveau, plusieurs maladies nerveuses, plusieurs maladies mentales même, qui sont causées par un débalancement de ces neurotransmetteurs. Alors, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez, soit ce n'est pas les bons. Mais ça a une très grande influence sur la chimie du cerveau. Alors, je vais te donner quelques noms de neurotransmetteurs que tu as probablement déjà entendu parler. Par exemple, la sérotonine, le glutamate, les endorphines, la noradrénaline, la dopamine. Tout ça, ce sont des neurotransmetteurs qui vont se libérer en plus ou moins grande quantité selon le signal donné. Par exemple, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui intervient dans la gestion du sommeil, la qualité du sommeil, la gestion de l'appétit, la régulation de l'humeur. Donc quelqu'un qui a des troubles de l'humeur, ben, ça se peut qu'un de ses problèmes ce soit juste la quantité de sérotonine, donc un type de neurotransmetteur, qui n'est pas libéré en assez grande quantité.
Et on peut donner certains médicaments qui augmentent la production de sérotonine. Pareil pour la dopamine, etc. etc. Et un justement des effets de différentes drogues, c'est de modifier l'équilibre chimique du cerveau, soit en augmentant la production de certains neurotransmetteurs, soit en bloquant la production d'autres neurotransmetteurs, ou soit en remplaçant certains neurotransmetteurs. Par exemple, le LSD est une drogue dont un des effets, c'est de bloquer ou de ralentir la production de sérotonine. Donc là, ça va jouer justement sur l'humeur, ça va jouer sur le sommeil, ça va jouer sur un paquet de choses qui fonctionneront pas normalement à cause de la drogue. Même chose pour la nicotine, même chose pour la caféine, même chose pour l'alcool. Donc, c'est toutes des substances qui voyagent dans le sang, qui finissent par se rendre au cerveau et qui finissent par perturber l'équilibre des neurotransmetteurs. La façon dont les neurotransmetteurs sont libérés, sont captés dans les synapses. Alors, si je résume, l'influx nerveux arrive dans une terminaison nerveuse, va stimuler la production de certains neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont être libérés par la terminaison nerveuse, vont traverser l'espace, le gap entre la terminaison nerveuse et le dendrite suivant. Le neurotransmetteur va être capté par le dendrite. En étant capté par le dendrite, ça va générer un nouveau courant électrique, un nouvel influx nerveux qui va voyager dans le neurone suivant, ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis tu vois dans cette image-là que les neurones, comme je te disais tantôt, ne sont pas mis les uns à la suite des autres de façon linéaire, mais bien en forme de réseau. Donc c'est comme si j'avais un neurone comme ça, connecté à un neurone ici, connecté à un neurone là, etc. Donc ça fait comme une toile d'araignée si tu veux. Ouais, mon dessin de tantôt était vraiment très laid. Celui-là, il est tellement mieux. Mais juste pour que tu comprennes que, dans le fond, ici, ce qui est en bleu, ce sont les terminaisons nerveuses. Et ce qui est en rouge, les petits traits rouges, c'est les dendrites. Et les grands traits rouges, ce sont les axones. Donc, juste pour que tu comprennes que tout est enchevêtré l'un avec l'autre. Okay? Ça forme plus une grille, un réseau, une forme de toile d'araignée que juste des chaînes linéaires. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Tu retrouves tout ça dans ton cahier d'exercice. Je vais vous envoyer bientôt une liste pour tous mes élèves. Vous allez avoir la liste de tous les élèves avec pour chacun un code qui vous permettra d'avoir accès à la version numérique de votre cahier. Donc j'ai fait la demande à la maison d'édition et on a accès à ça gratuitement. Donc pour ceux qui n'ont pas leur cahier parce qu'il est resté à l'école, vous pouvez vous ouvrir un compte sur Chenelière. Je t'ordonne d'utiliser ton adresse courriel de l'école et ton mot de passe de l'école. Et après ça, tu suis la procédure avec le code que je t'ai donné pour avoir accès à la version numérique de ton cahier. Donc tu vas avoir la théorie, les exercices numériques, des capsules vidéo, des heures de plaisir. J'ai tellement hâte! C'est ça, tu as ce qu'il faut pour avoir de l'ouvrage en masse. Alors sur ce, prochaine capsule dans quelques jours. Tu n'es pas obligé d'attendre après ma capsule. Tu peux lire les pages qui suivent dans ton cahier. Fouiller aussi sur Internet. Il y a plein de belles animations, beaux vidéos qui sont pas mal mieux que les miens, qui donnent des explications, qui donnent des illustrations du système nerveux, des neurones, des synapses, des neurotransmetteurs, de l'encéphale, patati, patata. Ok. Alors sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt.